Les coulisses du stress. Épisode 4. Graines de stress. Il faut cultiver notre jardin, nous dit Voltaire. Dans cet épisode, je vous propose d'imaginer que notre jardin, précisément, est notre mental. Nous considérer comme des jardiniers de notre esprit et de nos émotions. Cette métaphore est utilisée par plusieurs auteurs et maîtres spirituels. Par exemple, dans son livre « Prendre soin de l'enfant intérieur », « Faire la paix avec soi », Thich Nhat Hanh, ce grand maître bouddhiste, compare nos pensées à des graines. Il nous conseille d'arroser nos bonnes graines et d'éviter de nourrir les mauvaises. Anthony Robbins, coach et auteur de l'éveil de votre puissance intérieure, liste quant à lui les 10 bonnes semences d'émotions dynamisantes à planter et cultiver au quotidien pour accéder à une vie épanouissante. Je ne peux que vous recommander de lire ces 2 ouvrages de développement personnel que j'ai particulièrement appréciés. Alors, en matière de stress, quelles sont ces graines mentales que nous faisons germer en nous ? C'est à cette question que je vous propose de réfléchir maintenant. Commençons par explorer ce que l'on nomme eustress et détresse. Et pour cela, imaginons que l'on vous propose d'éprouver des sensations fortes grâce à un saut à l'élastique, projeté dans le vide à plusieurs mètres d'altitude. La situation en soi sera un stress pour vous. Rappelez-vous le fameux ciné, sentiment de ne pas avoir suffisamment de contrôle sur ce qui se passe, imprévisibilité, nouveauté et ego menacé. Si besoin, n'hésitez pas à réécouter le premier épisode pour revoir cette définition. Première hypothèse. Si vous avez une interprétation positive de la situation, en la considérant comme un challenge excitant, vous serez dans un état de bon stress, un pic de stress aigu nommé eustress. Vous produirez juste ce qu'il vous faut d'hormones de stress pour être au top de votre énergie et de votre concentration lorsque le moment sera venu de faire le grand saut. Par contre, deuxième hypothèse, si vous êtes terrorisé, tout comme moi je le serais à l'idée de cette perspective, vous allez envoyer une puissante alerte de menace à votre cerveau qui va enclencher une production excessive des hormones du stress. Vous serez alors dans un état dit de détresse, susceptible, s'il devient chronique, de nuire à votre santé. En résumé, défi ou adversité, notre stress n'est pas du tout le même selon nos interprétations des situations et événements auxquels nous sommes exposés. Parlons maintenant de l'effet placebo et du nocebo. La médecine nous apprend que certaines personnes vont mieux quand elles croient, à tort, être soignées avec des médicaments. Leur santé s'améliore vraiment après avoir pris un traitement qui en réalité n'en est pas un, car le médicament en question n'est qu'une pastille de quelque chose sans capacité de guérison. Et pourtant, les résultats sont là, incontestables. C'est ce qu'on appelle l'effet placebo. Exposés à la menace de la maladie qui engendre un stress, car rappelez-vous, stress égale menace, eh bien, les personnes guérissent par le simple effet de leur mental optimiste et confiant, leurré par cette supercherie bienheureuse. À l'inverse, toujours face à la maladie, le désespoir, donc la perte d'espoir, nous place dans un état de stress chronique ayant des conséquences nocives pour notre santé, car il affaiblit, entre autres, notre système immunitaire. Cet effet négatif est appelé nocebo. Une fois encore, tout cela nous démontre combien notre mental et le stress qui en découle peuvent avoir une influence considérable sur notre santé. Ces différents exemples nous amènent pour conclure à parler des concepts d'optimisme et de pessimisme. Le fondateur de la psychologie positive, Martin Seligman, dans son livre « La force de l'optimisme », écrit qu'on réagit à l'adversité d'abord par la pensée. Chacun porte en son cœur un oui ou un non. C'est l'histoire du verre à moitié vide ou à moitié plein. Chacun peut choisir sa manière de penser, c'est-à-dire d'interpréter ce qu'il vit. Optimiste ou pessimiste, il s'agit donc avant tout d'un mode de pensée.
J'ai conscience qu'en vous disant cela, j'enfonce, selon l'expression commune, une porte ouverte. Car c'est d'une évidence absolue que les épisodes précédents n'ont d'ailleurs pas manqué de confirmer. Par contre, le caractère génétique de cette caractéristique l'est peut-être moins. Or, elle relève pour moitié de notre génétique soumise à l'influence de l'environnement dans lequel nous avons évolué pendant notre prime enfance. Chercheur en biologie, le professeur Bruce Lipton a écrit un livre intitulé « La biologie des croyances. Comment affranchir la puissance de la conscience, de la matière et des miracles ». Ce scientifique passionnant est à l'origine du concept d'épigénétique, selon lequel l'environnement, et en l'occurrence l'esprit, contrôle le corps. Plus que toute autre chose et au-delà du déterminisme de notre génétique, c'est donc avant tout notre esprit conscient et inconscient colorant notre environnement de nos perceptions et de nos interprétations qui détermine ainsi notre vie et nos états de stress. Cet espace en nous, cet incroyable ordinateur interne qu'est notre cerveau, l'acteur, le producteur et le réalisateur de nos films intimes, nous pouvons tous apprendre à l'apaiser. Je veux croire qu'en mettant plus d'attention dans notre manière de penser, nous pourrions tous y parvenir. Quel serait notre monde, notre santé et notre état de bien-être individuel et collectif si nous faisions pousser nos bonnes graines encore plus que nous ne le réalisons déjà pour le bien de chacun de nous et pour le bien de tous? Pouvez-vous l'imaginer? Nous voici arrivés à la fin de cette série. Vous avez exploré avec moi les coulisses du stress et je vous en remercie. J'espère que cette série vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, à la partager autour de vous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine série et d'ici là, prenez bien soin de vous. Au revoir.